Bonjour à vous et bienvenue dans le 181e épisode de votre podcast Le Bulleur, le podcast qui va vous donner envie de lire de la bande dessinée. Avec ce nouvel épisode débute aussi la 6e saison du podcast et c'est toujours le même plaisir de vous retrouver en espérant que vous avez passé un bel été riche en promenades, découvertes et en lecture, je l'espère aussi. Comme toujours, le Bulleur vous propose toutes les 2 semaines de retrouver en une vingtaine de minutes 7 albums de bande dessinée qui viennent de sortir en librairie et que je prendrai le soin de vous présenter. Une première partie où je vous parlerai de mon gros coup de cœur du moment et une seconde où je reviendrai sur 6 autres albums qui ont retenu mon attention et sur lesquels vous pouvez aussi vous précipiter. Au sommaire de ce nouvel épisode, je commencerai par vous parler en détail du 3e tome de l'excellente série Madeleine Résistante, baptisée Les Nouilles à la Tomate, série que l'on doit à Jean-David Morvan, qui raconte ici les souvenirs de Madeleine Riffaut, c'est mis en dessin par Dominique Bertaille, et le tout est édité chez Dupuis dans la prestigieuse collection Air Libre. Dans l'ordre, la seconde partie sera consacrée aux 6 albums suivants, Les jeunes de banlieue mangent-ils les enfants, étude sociologique que l'on doit à Thomas Guénolé, qui l'adapte ici sous le pseudo de Gwen, que met en dessin Jonas Ritter et qui se retrouve publié chez Petit à Petit. Je parlerai ensuite de l'album Stacy, un album coup de poing très intime que l'on doit à JP et aux éditions Futuropolis. J'aborderai aussi la sortie de l'album Des étrangers dans les lavandes, que l'on doit au scénario de Serge Scotto, au dessin d'Emmanuel Saint, et le tout est publié aux éditions Delcourt. Toujours chez Delcourt, mais dans la collection Patakès, j'aborderai ensuite la sortie du très amusant Dernière réunion avant l'apocalypse, que l'on doit au scénario de Caribou, qui en confie le dessin à Chavant. Je vous présenterai aussi Happy Endings, un ouvrage qui regroupe 3 histoires que l'on doit à Lucie Brion, album passionnant à retrouver aux éditions Sarbacane. Enfin, je terminerai par la réédition dans son sens de lecture originale du manga Un zoo en hiver du maître Jiro Taniguchi, un titre à retrouver dans une belle collection parue aux éditions Casterman. 6 albums qui, comme vous l'aurez compris, sont des titres de grande qualité que j'ai adoré découvrir. Voilà pour le sommaire de cet épisode copieux, un épisode que vous pouvez prolonger sur Instagram en découvrant en images ces différents titres, mais vous en découvrirez bien d'autres encore qui ne seront pas présentés ici. Sachez que si vous m'écoutez depuis Spotify, vous pouvez vous précipiter sur l'application pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mais aussi voter pour votre album préféré parmi les 7 présentés ici. Il me reste à vous souhaiter une très bonne écoute, de belles découvertes et je l'espère aussi, de très bonnes futures lectures. 100 ans, c'est par ce chiffre que je voulais commencer la présentation du 3e tome de Madeleine Résistante, l'une des séries les plus passionnantes à suivre sorties ces dernières années. 100 ans, c'est l'âge que fête aujourd'hui même Madeleine Riffaut, personnage principal de cette série, dans laquelle elle raconte, en compagnie du talentueux Jean-David Morvan, les souvenirs d'une jeunesse qu'elle a malheureusement dû vivre dans une France occupée par l'Allemagne nazie. Les éditions Dupuis, qui publient cette superbe série, ont d'ailleurs décidé de sortir ce 3e tome le 23 août 2024, alors que Madeleine Riffaut a vu le jour le 23 août 1924, bel hommage rendu à cette grande figure de la résistance qui se voit ici prolongée en bande dessinée. Pendant très longtemps, Madeleine Riffaut n'a pas fait du souvenir la matière première de son travail. Sitôt après la guerre, elle a continué le combat, mais cette fois-ci armée d'un stylo, pour raconter en tant que journaliste les injustices d'un monde violent à laquelle elle a été elle-même confrontée. Ce n'est qu'à partir de 1994 qu'elle rendra hommage aux résistants qui se sont battus en témoignant, un témoignage qu'elle prolonge avec cette série d'albums dans laquelle elle s'est impliquée de plus en plus, prenant plaisir à retrouver ses aventures racontées au plus grand nombre. Dans Les Nouilles à la Tomate, titre énigmatique qui se comprend en étant arrivé aux 3/4 de l'album, il est justement question de cela, de toute la violence, la cruauté et la barbarie nazie aux mains desquelles Madeleine est tombée. Je parle de Madeleine, mais en réalité je devrais parler de Rainer, surnom de résistante que s'est donné Madeleine Riffaut, surnom qui sera entouré d'une certaine aura dans la capitale, tant ses faits d'armes ont impressionné ses compagnons.
Si vous me suivez, vous savez que l'épisode précédent, que je vous avais présenté aussi, montrait une Madeleine de plus en plus impliquée dans les réseaux de résistance, au point de tuer un haut gradé nazi dans ce second tome, un meurtre suivi d'une arrestation par l'armée du Reich. Ce n'est pas parce qu'en ce début d'été 1944 bruissent dans Paris les échos d'une libération prochaine que les soldats allemands n'ont pas envie de faire passer aux résistants l'envie de se rebeller contre l'armée d'occupation. Dans ce troisième tome, Madeleine Riffaut et Jean-David Morvan nous racontent par le détail comment s'est passée la captivité de Rainer et les différents traitements qu'elle a dû subir entre la prison de Fresnes ou le siège de la Gestapo rue des Saussaies à Paris. Dans un épisode d'une intensité rare en bande dessinée, on comprend comment Madeleine a fait pour graver l'intégralité de ses souvenirs dans sa mémoire, elle que l'on a forcé à assister à de nombreuses scènes de torture. À travers ce troisième tome apparaît aussi ce tempérament qui ne cesse de s'affirmer, faisant disparaître définitivement l'adolescente au profit d'une jeune femme forte et déterminée à voir la vermine nazie disparaître rapidement de son pays. Mais que dire du dessin ? Plus on avance dans l'histoire et plus le trait de Dominique Bertaille s'affirme, réussissant par des attitudes, par le choix de ses cadrages ou encore par le mouvement qu'il confère à ses personnages à faire passer l'émotion ou nous faire comprendre toute l'intensité d'un épisode que vit Madeleine. Je continue aussi d'être charmé par le choix des couleurs, ce camailleux de bleu qui se fait plus foncé dans ce troisième tome, ce bleu qui entraîne l'œil du lecteur entre l'espoir et le malheur, à la faveur de teintes entre le clair et le sombre en fonction des moments vécus. Il fallait au moins cela pour raconter ce moment de la vie de Madeleine où l'espoir, celui d'une libération, se mélange souvent avec le désespoir, celui de la torture et d'une mise à mort prochaine, même si celle-ci semble être alors une moindre peine au regard de cette même torture. La poésie, l'amitié, l'entraide, même si ici elle semble bien compliquée, voilà ce qui va aider Madeleine Riffaut à se sauver des griffes des nazis, même si une bonne étoile semble aussi veiller sur elle, peut-être cette image pieuse de Sainte Thérèse qu'elle conserve sur elle comme une promesse faite à une inconnue avec qui on échange un peu de réconfort. Bien que ce troisième tome raconte un passage éprouvant de la vie de Madeleine, l'album ne verse pas dans le sanguignolant gratuitement, permettant ainsi de prendre un vrai plaisir de lecture tout en découvrant le destin de Rainer, dont le fait de savoir qu'elle est toujours en vie aujourd'hui aide à prendre cette distance. Alors oui, avec Madeleine Résistante, on peut véritablement parler de chef-d'œuvre du 9e art, un titre qui est d'ailleurs promis à dépasser le cercle des amateurs de bande dessinée avec, entre autres, ce partenariat avec l'INA qui permettra à partir du 28 août de retrouver les aventures de Madeleine dans une courte série d'animation. Deuxième partie de ce podcast dans laquelle je vous propose de découvrir plus brièvement 6 albums sortis ces dernières semaines en librairie. Commençons cette revue des sorties par un titre passionnant, une étude sociologique qui mélange bande dessinée et documentaire paru aux éditions Petit à Petit, un titre qui revient sur ceux que l'on appelle les jeunes de banlieue. Car ici, Thomas Guénolé adapte son ouvrage « Les jeunes de banlieue mangent-ils les enfants ?» dans un album qui reprend les grandes lignes de cet ouvrage de sociologie pertinent qui a connu un véritable succès au moment de sa sortie. En préambule, Thomas Guénolé, qui s'initie cette bande dessinée sous son pseudo Gwen, nous rappelle de quelle façon on a construit autour de l'image du jeune de banlieue une sorte de croque-mitaine des temps modernes, d'où le titre décalé de son travail de recherche. De même, il précise d'entrée ce que l'on entend par jeune de banlieue, appellation qui regroupe en réalité une population qui n'a pas la peau blanche, qui ne fait pas partie des classes moyennes ni supérieures et qui ne vit pas dans les périphéries rurales ni dans les territoires prospères. Partant de ce constat, qui permet de savoir de qui l'on va parler exactement, on se plonge dans cet ouvrage qui démontre par l'exemple ce à quoi peut ressembler la vie quotidienne de ces jeunes qui bien souvent n'aspirent qu'à une chose, qu'on leur fiche la paix
et que la société leur réserve la même place qu'à la population générale. Découpé en plusieurs chapitres, comme autant d'heures dans la journée, on se plonge dans une réalité que vivent de nombreux jeunes sur le territoire français, comme les contrôles aux faciès répétés, illégaux en France, les discriminations diverses, leur stigmatisation, ou encore l'image que renvoie le cinéma ou la télévision d'une population avec laquelle on joue pour des questions d'audience. Du pilier de comptoir jusqu'au présentateur d'une émission célèbre sur une chaîne d'information en continu, on se régale en France à pointer du doigt une population pour laquelle une infime minorité est effectivement délinquante. Pour le reste, comme le montre l'album, ce sont surtout des citoyens qui subissent, qui sont devenus les boucs émissaires d'une France qui a du mal à se regarder dans les yeux et qui a fait du jeune de banlieue le responsable de tous les maux de la société. Si la partie documentaire est passionnante, elle est illustrée par de nombreuses petites histoires mises en dessin par Jonas Ritter, jeune dessinateur qui nous vient de l'animation, chose qui se remarque avec son trait plutôt dynamique. Chaque histoire, qui s'étend souvent sur 5 à 7 pages, est dominée par une couleur et elle vient illustrer la problématique soulevée dans le chapitre, permettant au dessin de répondre au travail sociologique avec une certaine fluidité. Vous aurez compris que j'ai adoré me plonger dans ce titre, un album qui prête à réfléchir et qui met aussi en lumière une vraie problématique, celle de ces jeunes de banlieue qui se voient insultés et bafoués au quotidien alors qu'ils ne demandent juste qu'à vivre tranquille au sein de la République. Avec Stacy, c'est le grand retour de l'artiste italien JP en librairie, lui qui profite de cet album pour revenir sur un épisode malheureux qu'il a connu en 2021, une grosse polémique liée à un post réalisé sur Instagram moquant un slogan féministe. Cette polémique n'était d'ailleurs pas arrivée jusqu'à moi, c'est donc en me plongeant dans cette histoire, pour le moins déroutante, que j'ai compris quel impact et quelle déflagration elle avait eu dans la vie du dessinateur. Pour nous raconter tout cela, dans un noir et blanc qui alterne une bande dessinée sans gouttière, avec des pages de script et un dessin illustré par du texte, JP met en place un personnage baptisé Gianni, son vrai prénom dans le civil, et son double incarné par un démon sans poil. C'est d'ailleurs ce duo que l'on retrouve dès les premières pages, qui installent le lecteur dans l'inconfort d'un personnage qui nous parle d'une certaine Stacy, dont il ne faut pas prononcer le nom, et que l'on ne verra jamais dans cette histoire. Gianni, on le découvre tout au long de ce récit, il travaille à la rédaction d'un sitcom et lui-même, au cours d'une interview malheureuse, va lâcher une phrase qui fera polémique et qui verra une partie de son entourage, personnel comme professionnel, lui tourner le dos. Sombrant dans une espèce de folie où se mélange l'envie de retrouver sa place d'avant et celle de tout faire péter, il nous livre un dialogue avec lui-même symbolisé par ce fameux double maléfique auquel le lecteur assiste tout au long des 256 pages de cet ovni. Heureusement, JP est un artiste talentueux et ce travail d'introspection, qui aurait pu être indigeste, ne fait pas l'économie d'un certain humour et d'une véritable intrigue que l'auteur dévide comme une pelote au fil de la lecture. Il ressort toutefois de ces pages une certaine noirceur que le dessin nerveux, comme jeté sur le papier d'un premier jet, retranscrit bien, une noirceur qui en dit long aussi sur l'état d'esprit qui fut celui de JP à la sortie de cette polémique. Pas simple de transformer un épisode douloureux de sa vie en un objet artistique singulier, c'est pourtant ce qu'arrive à faire ici l'auteur italien avec un certain brio. Alors oui, Stacy ne ressemble à rien d'autre de connu et peut s'avérer parfois âpre à la lecture, mais il est aussi le reflet tragicomique de ce qu'engendrent les polémiques artificielles nées sur les réseaux sociaux, mais qui ont des répercussions dans la vraie vie. Disponible depuis le 21 août dernier aux éditions Futuropolis, Stacy fait partie de ces ouvrages difficilement classables sur lesquels on tombe parfois, un album singulier qui mérite vraiment toute notre attention en cette rentrée 2024. C'est en Provence que je vous entraîne maintenant, au milieu des champs de lavande, ou plutôt ce qu'il reste du souvenir des champs de lavande du vieil Antoine, qui n'a plus le cœur de s'occuper de cette culture depuis que son fils, promis pour la reprise de l'affaire, a perdu la vie.
Nous sommes dans les années 70 et dans ce petit village bercé par le soleil, mais déserté par ses habitants, surtout les jeunes, l'heure est grave si l'on ne veut pas voir le territoire mourir à petit feu. À l'image de l'école, qui regroupe toutes les classes en une et qui ne compte quasiment plus d'enfants, il faut rendre un nouvel élan au petit patelin, et pour ça, le maire semble avoir une brillante idée. Dans les années 70, nombreux sont les pays qui connaissent des dictatures et qui voient des habitants s'enfuir à l'étranger. C'est ce point de départ qui va pousser le maire, monsieur Boutiquet, à faire venir des Cambodgiens au village. Cette venue aura deux vertus, faire grossir la population d'abord, mais aussi permettre au domaine d'Antoine de retrouver son activité et à la lavande de refleurir sur les collines du petit bourg. Le seul problème, c'est que depuis la mort de son fils durant la guerre d'Indochine, il est compliqué de convaincre Antoine, que tout le monde surnomme Tonin au village, de reprendre une activité, encore plus de la confier à des Asiatiques, civilisation qui lui a pris son fils. Voilà tout le sel de cette histoire qui se présente comme une fiction, même si elle repose sur une réalité historique, comme le précise la postface, rappelant au passage que ces populations n'ont pas toujours été bien accueillies en France. Ici, si les villageois surnomment les Cambodgiens les Shintok, assez vite, cette nouvelle population fait partie du panorama quotidien, faisant apparaître au passage une belle et émouvante amitié sur fond de filiation. Spécialiste de la Provence et des histoires qui s'y déroulent, puisque depuis quelques années déjà, il adapte les récits de Marcel Pagnol en bande dessinée, c'est à Serge Scotto que nous devons cette histoire ensoleillée, amusante et pleine d'humanité. C'est à Emmanuel V qu'il a confié la mission de mettre le tout en dessin, un dessin qui retranscrit bien ce soleil provençal avec des couleurs chaudes et des personnages caricaturaux qui donnent beaucoup de vie à ce récit. Expressif et dynamique, son trait finit de nous emporter pour nous livrer une histoire plutôt agréable à découvrir, dans laquelle on se laisse très facilement glisser. Des étrangers dans les lavandes, titre de cette bande dessinée, est arrivé en librairie le 21 août dernier aux éditions Delcourt, un album parfaitement de saison qui réussit à aborder avec une certaine douceur une thématique encore fortement présente dans notre société. Toujours chez Delcourt, si vous avez envie de rigoler un peu sur un sujet pourtant dramatique, je vous invite à vous plonger dans le nouveau venu de la collection Patakès, Dernière réunion avant l'apocalypse, un titre pour le moins évocateur. Imaginez si demain l'on vous annonçait que le soir même, à partir de 19h, ça allait être la fin du monde, on peut aisément se demander quelle pourrait bien être notre première réaction et comment on organiserait cette dernière journée. C'est justement en créant le décalage entre les réactions attendues et ce que font les personnages dans cet album que naît l'humour, car chacune des situations développées va forcément virer à l'absurde. Personnage central de cet album, il a le droit à la couverture, Rémi est le patron d'une boîte de communication parisienne en vogue. De son côté, il aborde cette fin du monde comme si de rien n'était, y voyant même certaines opportunités qui pourraient faire gagner de l'argent à son entreprise. Le cheveu ras sur les côtés, la brosse sur le dessus, petite moustache et costume cintré, il est l'archétype de celui qui pense boulot le jour comme la nuit et fait fi de cette fin du monde, entraînant dans son sillage son équipe. Malgré cela, un de ses collaborateurs, un certain José, se promène au sein de l'entreprise avec ses bidons d'essence, avec la ferme volonté de s'immoler par le feu en compagnie de toute sa famille. Comme autre personnage, on retrouve le président de la République en personne, personnage totalement déconnecté qui n'est intéressé que par les nouveaux tatouages qu'il vient de se faire et par le fait de savoir, auprès des militaires, si les extraterrestres existent vraiment. Ainsi, entre la maîtresse qui règle ses comptes avec ses élèves et les équipes du magasin Brico Sympa qui décident de mettre en place des promotions et de réunir en une journée toutes les fêtes pour booster les ventes, chaque personnage vit de façon grotesque cette dernière journée de l'humanité. Mais derrière le rire qui se dégage de ce titre, le scénario de Caribou effleure toutefois notre incapacité à prendre au sérieux les périls qui menacent notre existence, nous réfugiant dans un quotidien qui bien souvent finit d'accélérer notre mise en danger.
Pour ce qui concerne le dessin, c'est Chavant qui, dans une bichromie bleue ou orangée, met en image ces histoires absurdes dont chacune d'elles tient en une planche et sont parfois à suivre. Le dessin est simple, mais ne fait pas l'impasse sur les décors ou les contextes, nous propulsant dans cette société qui ressemble à la nôtre, entre autres grâce à ce président qui ressemble étrangement à Emmanuel Macron. Sorti lui aussi en librairie le 21 août dernier, Dernière réunion avant l'apocalypse fait partie de ces albums dans lesquels j'aime me plonger, faisant la part belle à l'humour absurde et décalé, il fait assurément passer un bon moment de lecture. Si vous aimez les albums qui proposent plusieurs histoires en une, alors vous aimerez certainement Happy Endings, le nouveau titre récemment sorti chez Sarbacane de la très talentueuse et inspirée Lucie Brion. En se plongeant dans ce nouvel ouvrage, on reconnaît tout de suite ce style qui avait fait des merveilles sur son précédent album, un style qu'elle continue de déployer au service de 3 histoires qui se racontent ici sur 168 pages. Bon, rien qu'en lisant le titre de cette bande dessinée, je ne vous cacherai pas que ce sont 3 récits qui connaissent une fin heureuse, mais ici, ce qui fait l'intérêt de ce projet, ce sont les ambiances et la façon toute singulière que Lucie Brion a de raconter ses histoires. On commence par un récit très court, d'une 20aine de pages, qui prend le contre-pied de ce que l'on a l'habitude de voir, l'artiste peintre qui croque un modèle nu, une femme, bien entendu. Ici, c'est justement une jeune demoiselle qui est derrière le chevalet et qui tient le pinceau, et c'est un bel Apollon qui pose pour elle en tenue d'Adam, malgré le froid qui semble régner dans la pièce. Alors simple pose pour une artiste peintre ou date déguisée, toujours est-il qu'il n'est pas simple de draguer quand on est mis à nu, au sens propre comme au sens figuré, donnant lieu à un échange amusant et savoureux entre les 2 personnages. Le second récit nous entraîne dans un monde totalement différent, futuriste même, où 2 agents, baptisés Toots et Boots, ont pour mission de mettre la main sur un intrus qui se promène au milieu des humains, en réalité un mignon petit chat. La jeune femme, Boots, a d'ailleurs sensiblement la même coupe au carré que la jeune femme de l'histoire précédente, ce qui constitue en soi un petit fil rouge rapidement remarquable. Mais ces 2 êtres venus d'ailleurs, qui en réalité ressemblent à des humains, vont se plaire sur cette terre et vouloir y rester, reprenant même un salon de coiffure à côté de la fleuriste qui en pince pour la jolie Boots. La naissance du sentiment amoureux, voilà en réalité le véritable lien entre ces 3 histoires, dont la dernière se déroule dans un cimetière où travaille pour l'été un jeune homme qui va faire la connaissance d'un pleureur de cimetière. À chaque histoire, avec ce trait si particulier qui fait la synthèse du style franco-belge et du manga, Lucie Brion crée le décalage, s'amuse avec ses personnages et nous fait passer au passage un très bon moment de lecture. Dans une bichromie où chaque histoire a une couleur dominante, elle développe des récits doux et enlevés où les onomatopées et les réactions des différents protagonistes donnent beaucoup de rythme et de caractère à chacune d'elles. Happy Endings fait vraiment partie de ces titres dans lesquels on plonge avec une certaine gourmandise, tant ils font du bien à lire, mais on n'en attendait pas moins de cette artiste surprenante dont on scrutera à l'avenir chaque nouvel album qui sortira. Comme toutes les 2 semaines, l'épisode s'achève avec un album spécial, un titre que vient de rééditer la maison Casterman, un album du maître du manga Jiro Taniguchi qui retrouve le chemin des librairies dans son sens de lecture original, Un zoo en hiver. Ce n'est d'ailleurs pas le premier titre que réédite Casterman avec cette bonne idée de proposer l'histoire dans son sens d'origine, le tout dans une collection au format souple avec une couverture couleur sable que vient rehausser un dessin en couleur extrait de l'œuvre. Personnellement, j'avais lu Un zoo en hiver il y a très longtemps, et c'est avec le même plaisir que je me suis replongé dans cette œuvre particulière, dans la biographie de l'auteur, puisqu'elle s'intéresse au travail du mangaka. On y suit un jeune homme qui s'appelle Hamaguchi, qui vit à Kyoto au début de l'histoire, travaillant pour un grossistant textile chargé de faire des livraisons alors que lui rêve de dessiner des modèles de vêtements. C'est que le dessin est la véritable passion d'Hamaguchi, une passion qui va le pousser à changer de vie et tenter sa chance dans la capitale japonaise qu'est Tokyo, là où il va intégrer assez rapidement un atelier et travailler comme assistant pour le grand mangaka Monsieur Kondo.
En partie autobiographique, cet album nous fait pénétrer l'envers du décor de la création d'un manga, ce fonctionnement en équipe où le maître distribue le travail et où les petites mains deviennent alors un rouage essentiel de la création. C'est que Taniguchi, comme de nombreux mangaka, a démarré comme assistant et il y a certainement dans cette histoire des anecdotes qu'il a vécues lui aussi, comme cette concurrence non dite qui peut exister entre des assistants qui rêvent aussi de voir un jour leur nom inscrit sur la couverture des magazines. Avec ce dessin si caractéristique, qui fait que l'on identifie tout de suite l'auteur, Taniguchi nous montre un personnage qui fait aussi l'apprentissage de la vie, que ce soit à travers l'amitié qui se met en place avec ses camarades d'atelier, ou de l'amour avec la belle et fragile Mariko. Bref, tout au long des 272 pages de ce récit, qui prend son temps pour installer la situation et les personnages, on voit un héros évoluer et se construire en friction avec un monde qu'il découvre et qu'il apprivoise au fur et à mesure de l'histoire. À noter qu'en réalité, il y a 2 histoires en une, car l'ouvrage s'achève par un court récit d'une 30aine de pages, baptisé Les appartements de Shokaro, dans lequel on y découvre un personnage qui nous raconte la résidence où il vit, ainsi que les différents habitants qui la peuplent. C'est toujours un plaisir de se plonger dans le travail de cet artiste japonais, véritable trait d'union entre la culture asiatique et européenne, dont le dessin si gracieux et si expressif est toujours un ravissement pour les yeux. Ainsi se termine ce 181e épisode de votre podcast Le Buller, un épisode consacré dans sa première partie au 3e tome de la série Madeleine Résistante, un tome baptisé Les Nouilles à la tomate, pour une série que l'on doit au souvenir de Madeleine Riffaut, au scénario de Jean-David Morvan, au dessin de Dominique Bertaille, et c'est publié chez Dupuis dans la collection Air Libre. J'ai comme toujours pris plaisir à vous préparer et à vous présenter cet épisode. J'en profite pour remercier au passage les différentes maisons d'édition qui m'aident grandement dans cette tâche. Pour que puisse continuer d'exister ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser une note sur les plateformes de podcast ou encore à en parler autour de vous pour le faire connaître. Le Buller en images, c'est sur Instagram que ça se passe, sur le compte lebuller.podcast, vous y retrouverez la présentation des 7 albums évoqués aujourd'hui, mais aussi d'autres titres sortis récemment en librairie. C'est aussi le lieu idéal pour me contacter et interagir avec moi, et en attendant de vous retrouver le lundi 9 septembre, je vous souhaite de très bonnes semaines, mais aussi de très bonnes lectures.